crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo alors que l'on renforce le rang des FRDC également des Wazalendo. La question de la formation du gouvernement d'union nationale pointe à l'horizon. Le chef de l'État l'a évoqué. Mais oui, composer le gouvernement d'union nationale, avec quel profil des membres pour composer ce gouvernement qui va devoir faire face à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Que deviendra l'union sacrée avec le poids politique? Le nouveau gouvernement va-t-il nous aider à résoudre de manière durable cette crise à l'est de la République démocratique du Congo? C'est l'unique thématique que nous allons aborder ce soir avec un élu, oui, un élu de Mbuji-Mayi. Monsieur Alphonse Ngoï Kassanji sera notre invité ici sur ce plateau de Télé 50 Kinshasa Direct. C'est aussi les grandes lignes d'actualité. Joël Isselona, bonsoir. Bonsoir Lecto Boutela, bonsoir à tous. Place à l'actualité. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce lundi la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Il s'agit d'une initiative de l'inspection générale des finances en collaboration avec les ministères de la jeunesse. La chef du gouvernement a invité les jeunes à s'approprier cette initiative et à s'ériger en rempart contre la corruption. L'audience du procès Bukanga Lonzo prévue ce lundi 3 mars devant la Cour constitutionnelle a été renvoyée au 14 avril prochain suite à l'absence des prévenus. Selon les avocats des accusés, à savoir l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo et le Sud-Africain Christo Grobler, patron de la firme Africom, les invitations de la justice n'ont pas pu atteindre leurs clients. À Kindoulé, sénateur Onan Abitika Pascal, questeur adjoint du Sénat congolais, récemment nommé point focal de Wazalendo Maniema, a entamé une série de consultations avec les résistants patriotes de la province. Plus de 7000 jeunes ont accepté de rejoindre le rang des résistants Wazalendo pour défendre le sol congolais en ces temps des crises sécuritaires. Après l'échange tendu vendredi dernier entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie réagit à la situation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, affirme que le président ukrainien ne cherche pas la paix. Au cours d'une conférence de presse, ce dernier a déclaré que les efforts de la Moscou et de Washington ne suffiraient pas pour parvenir à un accord de paix. Il accuse aussi le chef de l'État ukrainien de vouloir poursuivre cette guerre qui dure depuis 3 ans. Retrouvez à 19h grâce à Lambo dans la grande édition du journal Entre-temps. Votre magazine Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Il est 18h passé de quelques minutes. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Kinshasa Direct et sans plus tarder, notre tout premier dossier. Tele 50 kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Nous sommes une promesse et un défi.
nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de... Bienvenue sur ce plateau. Notre dossier, l'unique d'ailleurs, revient sur la question du gouvernement national. Et oui, on l'a annoncé ici sur le plateau. M. Alphonse-Henri Kasonji nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Madame Marlette. Merci beaucoup. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau et surtout de débattre de la matière qui est politique, hautement politique. Aujourd'hui, on revient sur la question du gouvernement d'union nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de brandir, je dirais, Kinshasa brandit cela comme une des solutions à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un gouvernement d'union nationale avec qui et pourquoi? Bien, je commence d'abord par me poser ces questions ici. Est-ce un gouvernement d'union nationale ou un remaniement? Un remaniement du gouvernement existant. Parce que on parle d'un gouvernement d'union nationale qui découle d'un rassemblement autour d'une table. Parce que, qu'on se le dise, il y a en ce moment où on parle ici, certains politiciens qui se disent en exil, forcés par les événements. Bien sûr, on a vu Moïse Katumbi partir pour les dossiers de l'aérodrome, ainsi de suite. Que ces politiciens-là participent autour d'une table. Parce que l'objectif, c'est de réconcilier le peuple. Réconcilier le peuple, cela voudrait dire que la classe politique se retrouve. Autour de la même table, il y a ceux qui sont au pouvoir, qui ont gagné les élections, qui clament leur légitimité. Il y en a qui sont dans l'opposition. Il y a maintenant la société civile qui est là, qui doit participer autour de la même table pour essayer de créer une cohésion interne face à l'agression de notre pays. Et donc, si autour de cette cohésion se développe une réconciliation à l'issue de laquelle les gens acceptent de s'asseoir dans ces gouvernements, de travailler ensemble pour sortir le pays de la crise. Là, il s'agit d'un gouvernement d'union nationale. Mais si, bon, comme on a suivi, je ne sais pas la démarche, le chef a dit, il désigne son conseiller spécial pour consulter. Il faut craindre les habitudes de notre pays qui consistent au débauchage des membres. Donc le résultat attendu ne sera pas le même, celui de la réconciliation, celui de la décrispation du climat politique. Mais en parlant de décrispation du climat politique, on a vu récemment des sorties. Il y a la grâce présidentielle, on a vu Jean-Marc Aboun qui a été libéré. On a libéré aussi d'autres prisonniers considérés comme des prisonniers politiques. Ils ont été libérés. N'est-ce pas là déjà la main tendue où il y a des opposants qui doivent forcément faire partie des personnes à consulter? Parce que lorsqu'on parle par exemple de l'opposition aujourd'hui, il faudrait se le dire, on parle d'ensemble de Moïse Katumbi. On voit le sursaut national créé avec Délice Sanga et les autres. On voit le FCC qui fait partie de l'opposition, la Mouka, Mouzito, et même la Mouka l'a dit avec Martin Fayulu, qui aimerait le gouvernement de cohésion, mais avec le dialogue d'abord. C'est ce que j'ai dit. Il faut d'abord, parce qu'il y a des problèmes, il y a des frustrations internes. Le chef de l'État l'avait dit, que l'agression a utilisé ce prétexte. Les frustrations. Une frustration interne.
Vous trouvez les personnes qui sont frustrées telles que Corneille Nangaa, pour des raisons, il les dit. Vous trouvez ceux qui se disent discriminés pour des raisons. C'est comme ça que l'agression trouve une brèche pour entrer chez nous. Toutes ces choses méritent de s'asseoir autour d'une table pour en parler. Corriger ce qu'il faut corriger. Vous croyez qu'il n'y a pas eu d'erreur? Il y a des erreurs parce que la gestion politique de l'État entraîne toujours certains extrémismes. Donc, certaines choses qui poussent à l'extrémité. Certaines personnes agissent peut-être à l'insu du chef, mais qui créent des frustrations. Je peux vous poser la question. Nous vivons dans notre pays ici. Vous avez vu le parti présidentiel. Lui-même, en son sein, il y a des dissensions. Au niveau de la famille politique, du chef de l'Union sacrée, les gens s'insultent à gauche, à droite. Ils se soupçonnent, il y a ceci. Vous croyez qu'il y a de la sincérité là-bas? Il y a de la réconciliation. Il faut réconcilier le peuple autour du chef de l'État pour sauver la nation. Le départ n'a pas été biaisé. L'Union sacrée en soi. Lorsque, c'est vrai, l'opposition l'a dit, des voix se sont levées pour dire que la démarche est connue de tous. L'Union sacrée, c'est une forme répétitive du FCC, de la création de l'FCC. Il faudrait qu'il y ait, on aurait voulu qu'il y ait des éléments pour formaliser cela et mettre ça dans les normes. C'est ce qui n'a pas été fait. C'est peut-être ça les causes aujourd'hui de toutes ces frustrations lorsqu'on n'arrive pas à gérer. Mais est-ce qu'aujourd'hui également, lorsqu'on devra parler de ce dialogue sincère, il faudrait inclure en amont d'abord le dialogue entre le FCC avant d'aborder le dialogue avec l'opposition? Mais c'est ce que j'ai dit. Vous m'avez posé, il y a deux questions. La première, c'est celle des opposants libérés. N'est-ce pas un signe de la décrispation? Oui, c'est un pas. Mais il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur pour résoudre les problèmes majeurs à l'issue desquels l'ennemi profite pour déstabiliser le pays, pour piller nos richesses. Quels sont ces problèmes? On a parlé de la frustration, on a parlé de la discrimination, comme ils le disent. Il y en a qui évoquent le fait de rompre, on a suivi l'ancien chef de l'État et évoqué la question de la Constitution. Donc, on veut rompre le pacte républicain issu du dialogue de Sun City. Donc, du changement de la Constitution, Nanga en parle. Il y en a qui... le sursaut national, le sursaut patriotique, aussi, on a parlé. Alors, vous voyez, toutes ces questions, ces thèses développées par les uns et les autres méritent de s'asseoir autour d'une table. Il faut faire attention. Parce que nous faisons face à une agression qui s'effectue à 2000 km du siège des institutions de la capitale. Où ceux qui nous agressent se sont préparés depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous pouvons certes croire que nous en faisons face avec le nouveau recrutement, mais ça demande la formation et ce n'est pas à court terme qu'on aura une solution. Donc, mais maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Parce que de l'autre côté aussi, ils font les recrutements, c'est-à-dire, c'est les votes en guerre. Allons en guerre. Alors, c'est là, il y a une crainte qu'il se développe une sorte d'autonomisation, c'est-à-dire les gens se disent, bon, voilà, nous voulons nous-mêmes nous prendre en charge. C'est ce qu'on appelle balkanisation. Donc, pour éviter la balkanisation, il faut vite accepter de s'asseoir pour régler ces problèmes. C'est vrai qu'on est en train de libérer les prisonniers politiques, c'est déjà un signe de décrispation, mais ce qui évoque des frustrations pour des biens saisis, pour soit des mines ou quoi, en s'asseyant, on met en place une commission neutre, justice, paix et réconciliation, pour régler ces problèmes-là internes, se constituer un bloc. Mais la crainte aujourd'hui, c'est que, d'aucuns le disent, l'Union sacrée n'arrive pas à respecter ses engagements. L'Union sacrée était avec Moïse Katumbi, ça n'a pas marché. L'Union sacrée était avec le FCC,
ça n'a pas marché. FCC Cash, l'Union Sacrée avait été avec Délice Sanga. Ça n'a pas marché. Ce sont des craintes également qu'évoquent les autres. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ces démarches vont marcher? Madame vont aboutir à quelque chose? Si je suis en train de rigoler, c'est-à-dire, vous évitez de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui a constitué l'Union Sacrée? C'est l'arrivée de Katumbi, non? C'est l'arrivée de Katumbi, l'arrivée de Mbemba, tout ça. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on accuse les chefs de ne pas respecter les engagements, etc. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Voilà. Le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Ici, nous parlons, le contexte d'une crise sécuritaire qui a déjà emporté presque deux provinces. Vous voyez, là, pour sauver la nation, il y a des obligations. Vous voyez, je prendrai l'exemple, même si le contexte n'est pas le même. Je prendrai l'exemple du dialogue de Sun City, à l'issue duquel Joseph Kabila a réussi à réunifier le pays, qui était divisé. On a risqué une partition du pays. Mais il fallait pour cela accepter certains sacrifices. C'est-à-dire, bon, faire des concessions. Nous partageons une formule qui n'avait jamais existé, 1 plus 4. Ça a permis de réunifier le pays. Mais il s'en est sorti. Hein, parce qu'à la suite, il y a eu des élections à l'issue desquelles il a remporté les élections. Donc, accepter les sacrifices ne voudrait pas dire perdre. Mais le vrai problème, c'est l'Union Sacrée qui ne l'entend pas de cette oreille. C'est les membres de l'Union Sacrée qui estiment qu'ils ont mouillé les maillots, qu'ils méritent les postes qu'ils ont, qu'ils méritent les fonctions qu'ils ont. Et aujourd'hui, au nom de l'Union nationale, de l'unité nationale, venir et s'asseoir pour revoir les choses, mettre de côté les poids politiques. C'est le réel problème également, n'est-ce pas là une autre forme de frustration en interne qui va germer? J'allais en arriver pour dire que c'est légitime que le président de la République se dise « Bon, j'ai gagné les élections. Hein? Je suis légitime. » C'est-à-dire, je suis l'émanation de la volonté de la population. Et je dois diriger le pays selon ma vision. Le contexte, c'est pourquoi je dis le contexte de Joseph Kabila n'est pas le même que celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, mais ici il y a un problème maintenant qui se pose. Il y en a qui disent qu'on veut rompre le pacte républicain, c'est-à-dire changer la constitution pour s'éterniser. C'est une thèse qui se développe. Il y en a qui disent nous sommes frustrés. Et l'ennemi profond, ce n'est pas pour rien. Kagame, vous entendez, il évoque la thèse de dire non, il n'a pas gagné les élections en 2018, il n'a pas gagné ces élections. C'est pour mettre en cause la légitimité. Exact. Vous voyez? Et alors maintenant, faut-il continuer? Parce que si nous poursuivons à réclamer notre légitimité, au moment où, en ce moment ici, il y a deux provinces qui sont occupées, ou soit qui sont contrôlées par la rébellion appuyée par nos agresseurs, par le Rwanda. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tant qu'on laisse cette situation perdurer, les gens auront le goût. Le goût de se dire, bon, tant qu'on y est. Nous, on y est. Si, à défaut d'avancer, on garde ce qu'on a. Est-ce que c'est possible au jour d'aujourd'hui de faire partie de ces gens par les armes? Au jour d'aujourd'hui, à 2000 km, je crois que c'est un chantier qu'il faut construire, qui ne se construira pas à court terme. Donc il faut considérer que les solutions peuvent avoir lieu à moyen terme. Mais pendant ce temps, les gens s'organisent. Mais aujourd'hui, vous avez évoqué entre remaniement ou carrément la formation du gouvernement. Lorsqu'on parle de la formation du gouvernement, ça n'a rien à voir avec le remaniement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler du gouvernement d'union nationale. On devra composer avec qui? Parce qu'il ne faudrait pas seulement amener tout le monde à la table. Parce que le vrai problème aujourd'hui qui se pose, c'est un problème de critérium, c'est un problème de casting, c'est un problème de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Bien sûr. Donc il ne faut pas mettre n'importe qui, il faut un casting. C'est pour cela que
un bon casting. Mais j'évoque ici le fait de réunir, pour y parvenir, les Congolais doivent se parler. Se parler, moi je crois qu'il y a un proverbe biblique qui parle des fils prodiges. Vous voyez, le père doit avoir ces aptitudes-là, de se dépasser. Nous voulons qu'en ce moment ici, qu'il y ait un dépassement. Je sais qu'il a gagné les élections, hein, il s'est battu, donc pour gagner les élections, ce n'est pas facile. Il a eu la confiance de la population et qu'il a un programme qu'il voudrait mettre en place. Mais voilà, ici nous sommes butés à un risque, à deux risques, qui sont lesquels? Ici, on peut mettre en péril les institutions du pays par une rébellion appuyée par une agression extérieure. Oui. Il y a aussi un autre élément, la crainte de balkaniser le pays. C'est-à-dire que les gens se disent, comme on est discriminé, nous pouvons faire, nous prendre en charge, demander notre autonomie. Comme ça s'est passé en Yougoslavie et partout ailleurs, au Soudan, ainsi de suite. Ils vont organiser un référendum. Et à l'issue desquels, d'ailleurs en ce moment-là, on est en train de peupler ces zones-là, on organise un référendum et c'est fini, l'autodétermination. Alors il faut craindre toutes ces choses pour aller vers une formule qui permet à ceux que, qu'en s'asseyant, qu'on définisse les critères de ceux qui peuvent participer au gouvernement. Des choix à porter sur les personnalités qui peuvent aider à faire avancer le pays. Mais vous ne craignez pas que vous également puissiez être mal vu au sein de l'Union sacrée, parce que la tendance, c'est que lorsque l'on évoque la question du dialogue, carrément on est mal vu, soit on est traité de collaborer avec les Rwandais, d'être de tel camp et autres. C'est aujourd'hui également la crainte de vouloir entendre un autre son de cloche. Vous savez, Madame Arlette, il faut, quand on est dirigeant, moi j'étais gouverneur de la province. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai vu à l'unanimité l'entourage du gouverneur que j'ai trouvé, qui était là, son cabinet sortant, et mon entourage, les administratifs, venir me dire non, bon, il fallait envoyer les spécimens de signature aux banques. Et en ce moment-là, on me dit non, bon, toi tu es élu, c'est toi seul qui dois signer les chèques, faire des opérations bancaires, etc. Mais parmi ces gens-là, il y avait un qui était sous-gestionnaire qui a levé le doigt. J'étais déjà d'accord, mais il a levé le doigt pour dire non, Excellence. Toutes ces personnes vous induisent en erreur. Vous êtes ordonnateur des dépenses, ordonnateur général des dépenses. Votre vice-gouverneur est gestionnaire des crédits. Vous devez avoir, il doit y avoir une sorte de transparence dans la gestion en tant qu'élu. Tiens, ce sont des cloches. M'a frappé et j'ai dit, mais écoutons ce qu'il dit là. Finalement, j'ai appelé le vice-gouverneur. Venez, signons ensemble. Et on a commencé à faire des opérations bancaires. Lui est là, il signe. Il sait ce qui est sorti, il sait tout ça. Vous voyez, cela voudrait dire quoi? Quand on est chef, il ne faut pas vouloir toujours écouter les gens qui vous applaudissent, qui disent non, non, il ne faut pas, il faut goûter notre son de cloche. Contraire, ce sont des cloches que vous ne voulez pas entendre là. Entrez au fond. Et ici, je veux voir les accusations gratuites quand vous émettez un point de vue, c'est-à-dire vous devenez ami de tel ou vous devenez rebelle ou vous appuyez l'agression, tout ça. Nous sommes face à cette réalité maintenant. Ça s'appelle crise. Crise sécuritaire. Il faut en mettre fin. Il faut prévenir la balkanisation du pays à travers cette crise. Il faut prévenir le renversement des institutions légalement établies. Il faut trouver une formule qui peut corriger toutes ces choses, tous ces risques pour l'unité et la paix dans notre pays. Et quelle est la solution actuelle? Oui, nous mobilisons la jeunesse. C'est que j'appuie. Il faut que la jeunesse s'enrôle dans l'armée. Il faut une armée dissuasive.
C'est-à-dire, on ne peut pas nous importuner. Quand les pays qui ont vu nos richesses nous importunent, on frappe. Donc là, on restera tranquille. Mais c'est un chantier qui doit se construire. Parce qu'au sein de nous, on parle des infiltrations. Il faut détecter toutes ces infiltrations. Même dans le recrutement massif qui se fait ici, il faudrait aussi arriver à... On veille et on met en place une politique. Ça, c'est un chantier qui se construit à moyen et long terme. Mais maintenant, nous sommes face à ce problème. Quelle est l'approche qu'il faut prendre? L'approche qu'il faut prendre, c'est une approche prudente. C'est-à-dire, mieux vaut prévenir que guérir. Pour sauver la nation, venez, asseyons-nous. Mettons-nous ensemble autour d'une table. Et le plus souvent, c'est lui qui fait ça, en sort toujours gagnant. On ne sort pas perdant quand vous privilégiez les intérêts du peuple que vos intérêts légitimes, bien sûr. Mais ici, la nation risque d'être en péril. Donc, la nation, au jour d'aujourd'hui où on parle ici, attaquée, des provinces occupées, de ceci, de cela. Mais cela va se faire comment aujourd'hui si on ne devrait pas tenir compte des poids politiques? Alors que le Parlement, c'est à travers le Parlement que l'on sait voir qu'il y a majorité, qu'il y a opposition. Mais si ce poids politique n'est pas à respecter, est-ce que cela ne va pas perturber le fonctionnement dans son ensemble, dans le fonctionnement politique? Vous savez, Madame Arène, ici nous faisons face à une guerre qui vient pour troubler l'ordre institutionnel établi. C'est-à-dire le Parlement et tout. Exact. Venir s'installer. Là, rien ne va exister. Ça, c'est une thèse. Bien sûr que ceux qui viennent disent nous ne voulons pas balkaniser le pays, mais l'objectif c'est d'arriver à prendre le pouvoir. Ils clament l'article 64 de la Constitution, c'est-à-dire quand quelqu'un veut diriger par défi, tout ça, on peut se mettre debout pour l'empêcher d'y parvenir. Oui. Et il y a de l'autre côté l'occupation qui existe déjà. Les provinces, en ce jour ici, Goma, Bukavu, n'est pas sous contrôle des institutions légalement établies. Les autorités provinciales légitimes, qui sont l'émanation de la population, n'y sont pas. Exactement. Ceux qui sont là sont nommés par ceux qui viennent. Nouvellement nommés, oui. Hein? Par ceux qui viennent. C'est-à-dire, c'est une situation exceptionnelle. À une situation exceptionnelle, il y a des mesures exceptionnelles. C'est pourquoi les chefs de l'État évoquent le gouvernement de l'Union nationale, mais nous essayons de mettre des conseillers pour dire que ça ne soit pas une forme d'un gouvernement nommé qui ne résout pas la question, la question de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Voilà pourquoi nous proposons tous ces schémas-là. Mais comment convaincre les autres actuellement? Parce que on a vu également que certains d'entre eux se sont prononcés pour dire non, ils ne veulent pas, ils ne voudront pas adhérer à ce gouvernement d'union nationale. Comment arriver à les convaincre? Bon, c'est la manière où la chose a été présentée, peut-être qui fait craindre aux autres, notamment en ce que vous avez dit, le non-respect des engagements, etc. Mais si le cadre est défini, le cadre qui constitue le rassemblement autour d'une table, ce qu'on appelle dialogue, ce que nous appelons chez nous donc l'arbre à palabre. Donc, on se met ensemble, on définit le cadre juridique de cela, et puis les décisions qui seront prises seront coulées, respectées par tous. En ce moment-là, en cas de non-respect, voilà les conséquences. Ça donne au moins le courage, la force à ceux qui sont dehors, à ceux qui se disent opposants. Bon, allons-y. Parce que si vous aimez votre pays, je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas accepter de vous asseoir autour d'une table pour trouver une solution de paix. Si vous ne le faites pas, vous êtes l'ennemi de la République. Parce que la nation est en péril, la nation est agressée. Maintenant, là, nous avons besoin du concours de tous pour pouvoir sauver notre nation. Mais également, il faudrait qu'il y ait
un lobbying, un mécanisme d'échange avec la population, avec les politiques. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, les leaders politiques devraient prendre à bras le corps cette question de la création du gouvernement d'union nationale pour expliquer également aux partis et regroupements politiques le contexte dans lequel nous sommes et que cela peut tourner en faveur ou en défaveur de leur parti et regroupement politique. C'est le travail qui devrait être fait maintenant. Bien sûr, il faut faire ce travail-là. Mais si on ne dit pas la vérité à la population, du contexte dans lequel on se trouve, le parti majoritaire, pour lui, non, nous avons gagné les élections. Nous voulons diriger. Nous voulons diriger selon notre vision. Voilà pourquoi vous voyez les attaques au sein de la famille politique elle-même. Ou ceux qui disent non, négocions, parlons, sont attaqués, mais ils ne comprennent pas les dangers qu'il y a, que le pays est en train de courir. Donc il faut maintenant faire comprendre à ceux-là, à la population, dans la sensibilisation, que la démarche... Qui devrait sensibiliser si déjà les cadres de l'Union sacrée ne s'expriment pas aujourd'hui? Le vrai problème qu'il y a en République démocratique du Congo, c'est entre autres vous, les politiques. On va parler de manière générale. Les politiques ne s'expriment pas. Aujourd'hui encore, la tendance va de mal en pis, c'est-à-dire... politique que vous êtes, vous avez votre communicateur, comme un peu les artistes et musiciens, les Sankara, qui ne viennent que comme des perroquets raisonner et non donner de la matière grise à cette population pour comprendre le contexte dans lequel le pays se retrouve en ce moment. Parce que les vrais acteurs politiques, c'est eux qui devraient s'exprimer maintenant. Je déplore... Les politiciens avérés. Je déplore le fait que les dialogues sincères n'existent plus. C'est-à-dire au sein de la famille politique, même présidentielle. Parlons-en. Je ne sais pas si l'opposition a un cadre où elle se retrouve pour parler de la nation, mais même la famille politique présidentielle. Bon, les chefs peuvent venir, bon, ils communiquent, c'est fini. Vous avez applaudi, vous êtes parti. Vous avez émis quel point de vue? Vous l'avez aidé en quoi? Parce qu'il vous a dit, vous a donné sa vision des faits, et c'est tout, vous êtes rentré. Mais ouvrir le dialogue pour permettre un échange fructueux à l'issue duquel on peut lever les options qui sauvent la nation. Ça, c'est un fait. Maintenant, les gens ont peur de dire la vérité. C'est-à-dire, il faut dire ce que le chef veut entendre. Dans les médias, vous dites ce que le chef veut entendre. Parce que quand vous allez donner un point de vue contraire, c'est-à-dire vous êtes considéré comme un traître. Et pourtant, le plus souvent, ceux qui traitent les autres de traîtres, ceux qui trahissent, ce sont des vrais traîtres. Vous savez, j'ai suivi aujourd'hui un cadre du parti présidentiel. On lui a posé la question, c'était hier, on lui a posé la question sur la Constitution. Il dit, mais on ne voit pas la banderole. On a enlevé partout. On a enlevé la banderole de changement de la Constitution, tout ça, tout ça. Il dit, ce n'est pas une priorité. C'est maintenant, c'est le dossier sécuritaire qui est prioritaire. Mais, écoutez, hier, quand j'ai dit ça, dans mon tweet, j'étais insulté. J'ai dit, vous conseillez mal le chef. Aujourd'hui, il vient de gagner les élections. Il doit d'abord mettre en place son programme d'action quinquennal pour ce 10e mandat, qui est attendu par ses électeurs de la population. Et nous allons... D'ailleurs, le pays est agressé. Il y a une guerre d'agression à laquelle on doit faire face. Donc, mettons d'abord ça. Ce n'est pas prioritaire. La priorité, c'est restaurer la paix dans le pays, tout ça. On a expliqué, mais en ce moment-là, on n'était pas compris. Très mal compris. C'est-à-dire, vous, quand vous dites ça, vous n'aimez pas le chef. Or, nous qui aimons le chef, nous devons lui dire la vérité, lui éviter des problèmes. Vous voyez. Mais non, cette affaire du changement de la Constitution est récupérée par ceux qui agressent le pays. En disant, non, et en faisant ça, il veut s'éterniser au pouvoir, il veut. Vous avez suivi l'ancien chef de l'État. Il en a parlé, lui qui ne parle pas. Il en a parlé en évoquant ça. Donc, vous suivez par Nanga qui évoque ça. Donc, on a donné une matière à exploiter pour arriver à atteindre certains
objectifs. C'est qu'il fallait éviter. Mais comment arrêter cette hémorragie, je dirais, cette approche communicationnelle actuelle, où l'on assiste plus à des personnes à la quête du pouvoir et du bien-être qu'à des hommes d'État. Aujourd'hui, le politique, l'homme politique, le député, le sénateur, le ministre sont mal perçus et très mal perçus par la population, comme des personnes qui viennent carrément pour vouloir chercher à s'enrichir. Point barre. On dit ce que le chef de l'État vient entendre, j'ai mon poste, je me nourris et puis le reste, ça ne me regarde pas. Vous savez, moi, ayant dirigé, ayant exercé un pouvoir au niveau de la province, j'ai toujours exploité cette expérience pour dire à ceux qui dirigent que le ton est donné par les leaders. La masse n'a pas d'état d'âme. Si les leaders veulent écouter les applaudissements, c'est-à-dire on m'applaudit, ok, parole de l'évangile, les gens vont aller. Il y a un professeur qui me disait, quand je lui dis, mais vous, c'est vous les professeurs ici du temps de Mobutu. Vous avez entouré Mobutu, bon, et à la fin, échec. Et puis, quand on vous suit, vous êtes toujours là. Quand vous nous enseignez, ce que vous nous dites, et ce que vous faites quand vous êtes en fonction, bon, c'est le contraire. Il dit non, nous, le professeur, nous donnons à celui qui dirige ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il veut vraiment les changements en profondeur, nous lui donnons. S'il veut qu'on nous dise des choses qui lui plaisent, nous allons les lui dire. Voilà ce qui se passe. Le phénomène communicateur, de tels communicateurs, de tels teintés, des insultes, ainsi de suite. En ce moment ici, on devait faire taire ça. Les communicateurs des uns et des autres devaient mettre de l'huile dans leur vin. Parce que ces communicateurs sont financés pour faire ce travail-là. Alors, ceux qui donnent l'argent, vous leur dites non, moi je ne veux pas ça. Moi, par exemple, quand vous venez me raconter quelque chose, quand j'ai dirigé la province, vous venez me dire quelque chose, mes collaborateurs savaient déjà que non. Quand vous allez voir le gouverneur pour critiquer un tel, pour dire tel a dit ça, sachez qu'à la minute qui suit, le gouverneur va appeler celui que vous avez cité. Et il s'est préparé pour venir, pour me dire seulement la vérité. Si c'est que quelqu'un a fait de mal, si c'est vrai. Mais si ce sont des montages, des trucs comme ça, pour incriminer gratuitement les uns et les autres, chez moi ça ne passait pas. Donc, ça dit que j'ai donné une ligne de conduite, la manière où les gens doivent agir. Un chef n'écoute pas d'une seule oreille. Un chef dit, bon, on m'a dit que Ngoy a dit ça, appelez Ngoy. Qu'est-ce que vous avez voulu exactement dire? On en fait un débat. Vous faites un débat, moi je pouvais faire un débat comme ça, on termine le débat à 5 h du matin. Surtout quand quelqu'un soulevait un point contraire à ma vision. J'ouvrais le débat et on débattait sur ça. Et le plus souvent, c'est celui qui émet un point de vue contraire. Le plus souvent, il a toujours raison. Vous voyez? Donc, je pense que nous devons essayer. Le moment est critique pour le pays. Il faut des solutions vraiment urgentes, conciliantes pour sauver notre nation. Nous devons éviter les thèses qui se développent. Oui, j'ai gagné les élections, je dois diriger, je dois, selon ma vision. Ici, ceux qui disent, bon, nous sommes discriminés, nous sommes des frustrés, il y en a qui profitent maintenant de cela pour agresser le pays. Maintenant, il faut maintenant trouver des solutions. Oui, vous avez gagné les élections, oui, mais la nation est en péril. Il faut une solution. Mais il y a aussi un autre problème à tout cela. Aujourd'hui, on va le dire, il y a plus en interne des discours de discrimination. On parle entre nous, peuple congolais. Si d'un côté on parle des louophones, de l'autre côté on parle des céliphones, je me pose la question, où est partie cette sanction d'incitation à la haine tribale? Apparemment, ça appartenait au régime Kabila. Aujourd'hui, de moins des gens sont condamnés pour cela. Alors que ces propos ont atteint une certaine dimension
que l'on pouvait éviter. Bon, vous voyez la conséquence négative aussi de la démocratie avec l'organisation des élections qui deviennent maintenant de plus en plus tribales. Vous avez évoqué, vous avez parlé du temps des Kabila. Mais moi, je peux vous dire que du temps des Kabila, les mêmes choses se faisaient. Et c'est ce qui s'est passé même maintenant. C'est-à-dire, les Louba ne tolèrent pas. C'est lui qui était là. En ce moment-là, c'était les Kabila, tout ça. Ils s'appuient sur le leur. Vous voyez. Maintenant, là, c'était le contraire. Les gens du Swahili, les Katangais, bon, ne voulaient pas de celui qui est là. Ils appuyaient le leur. Ça crée des divisions, des fissures internes. Il faut une approche réconciliante. C'est-à-dire, cette approche vient d'abord du leader lui-même. Comment il se comporte, comment il voit les choses. Donc, les gens voient tout ça dans son comportement, dans les nominations, dans ceci, dans cela, tout ça. Vous voyez que non, c'est fait pour réconcilier le peuple. Ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, il y a un son qui est donné du chef de l'État. On libère les prisonniers politiques d'opinion et d'opinion. Oui, c'est une bonne chose. Mais donnons l'exemple. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui? Vous voyez, nous tous ici, le chef de l'État dit, je vais parler avec mon prédécesseur. Je vais parler avec mon prédécesseur de cette situation. Ouais, je ne comprends pas comment il peut afficher une telle attitude qui frise, par exemple, l'appui à l'agression, comme il le dit. Mais j'aimerais lui parler. Il dit ça tout haut. Nous allons voir si vraiment son prédécesseur est dans un schéma contraire. Et en ce moment-là, c'est lui qui emporte la responsabilité. Et ça peut décrisper le climat à tous les niveaux. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas un extrémiste politique. Moi, je prends le schéma, je suis du milieu. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons rassembler les uns et les autres pour sauver la nation, sortir de la crise, sortir du tunnel pour sauver la nation et la bâtir pour qu'elle soit plus belle qu'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette démarche pouvait partir des politiques, des leaders communautaires, des élus? Parce que c'est vrai aussi, il faudrait le dire, les députés, on les entend de moins en moins. Même ceux dont les provinces sont touchées ne s'expriment même pas. Ni pour condamner, ni pour évoquer la question. La population se pose même la question, est-ce qu'ils sont même ici à Kinshasa ou ailleurs déjà partis, en train d'observer de loin? Bon, je sais que ses collègues députés ou sénateurs ont eu d'abord du mal à s'exprimer parce qu'ils ont d'abord dénoncé, hein, mais on ne les comprenait pas. Ils ont dénoncé l'état des sièges. Ils n'en voulaient pas. Ils disaient non, non, on doit lever l'état des sièges. Depuis le premier mandat du chef de l'État, oui. Ils en ont parlé. Ils ont même séché les plénières à cause de ça. Voilà. Mais finalement, nous comprenons qu'ils avaient raison. Hein? Et il ne faut pas que les mesures que nous prenons nous mettent en porte-à-faux avec la base. Donc, la base ne voulait pas de l'état des sièges. Mais on l'a maintenu. On l'a maintenu. Maintenant, quelles sont les conséquences de cet état des sièges? Et ses collègues, peut-être, ils ont des difficultés maintenant pour communiquer de ce qui se passe aujourd'hui. Des craintes que, peut-être, en parlant, qu'on vous juge de pactiser avec l'ennemi, qu'on vous dise ceci. Mais il faut permettre, il faut ouvrir les bancs. C'est-à-dire un dialogue sincère. On se parle, même au sein de la famille politique. Dans quel format? Parce que Fayoulou évoque, par exemple, sous l'égide des pères catholiques, par exemple, c'est Martin Fayoulou qui l'a dit. Ce sera dans quel format? Bien, écoutez, le schéma des pères spirituels n'est pas à exclure. Parce que, d'un côté, il ne faut pas toujours
attendre de l'extérieur pour trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il y ait un négociateur extérieur envoyé par l'Union africaine, envoyé par ceci, par ceci. Mais si nous-mêmes nous disons, nous nous prenons en charge, qui peuvent faire ça? Si vous trouvez que non, voilà, là, j'indexe, peut-être ils sont partisans, ceci. Vous voulez y ajouter? Ajoutez. Pour que au moins nous puissions sortir de la crise. Et au moins ils ont proposé. Ils ont proposé un schéma. Vous savez qu'il y a l'adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je suis pour les pasteurs qui prient, qui disent que bon, la guerre va s'arrêter par la prière. Mais écoutez, Israël, nous connaissons Dieu. Dieu, il est Dieu d'Israël. Mais Israël a toute une armée, formée. Ils ont tout le monde là est militaire, réserviste. Oui. Ils peuvent prendre les armes pour combattre. Nous-mêmes, nous devons aussi préparer notre propre armée, notre propre défense. Donc, dans une telle situation, bien sûr, Dieu intervient, mais il nous a dit, c'est à la sueur du front que vous allez manger. C'est-à-dire, il faut avoir une approche qui vous permet d'organiser cette armée, gagner le temps. Vous gagnez le temps comment? C'est-à-dire, oui, nous sommes assis. Dans l'entretemps, je me prépare aussi. Je prépare les enjeux futurs pour les gagner. Et le plus souvent, celui qui est aux commandes, il en sort toujours gagnant. Donc, il ne faut pas bloquer les schémas. Montrer que vous devenez de plus en plus un obstacle. Parce que tout le monde parle du dialogue. Vous voyez, nous avons eu les victoires diplomatiques. Bien sûr, nous félicitons le chef de l'État pour cela, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous félicitons la ministre des Affaires étrangères. Oui. Mais au-delà des victoires, on vous demande une chose. Dialoguer. Vous voyez? Je sais que le refus, ou bien on s'abstient d'abord de ça, parce que on s'est dit, on est légitime, on a gagné les élections, on veut diriger selon notre vision. Je comprends. Mais ici, il s'agit de la nation qui est en péril. C'est-à-dire des institutions qui sont exposées. Et puis, aujourd'hui, il y a même les légitimes là qui ne sont pas en fonction. Qui ont fui. Et les fonctions là sont occupées par les illégitimes considérés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de tout ça? Il faut se dépasser. Il faut trouver une solution en interne qui sauve la nation et qui ramène la paix dans notre pays. Monsieur Alphonse Ngoï Kassonge, je rappelle que vous êtes élu de Mbujimaï. Et c'est dans ce cadre justement qu'on a voulu évoquer la question de la sortie du gouvernement d'union nationale. Comment décrisper la situation, comment permettre justement aux Congolais de se parler entre eux et véritablement pour en venir au bout quand même de cette crise sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est-à-dire nous avons un beau pays. Ce pays riche, qui a tout, qui a l'eau, qui a les richesses, la terre fertile, vous avez les richesses du sous-sol. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas pour faire de ce pays le plus beau du monde, le plus riche du monde? Mais nos divisions nous empêchent et ouvrent la porte à l'ennemi. Dépassons-nous pour sauver cette nation et restaurer une paix définitive, une armée dissuasive pour que ces agresseurs ne puissent pas nous importuner une fois de plus. C'est un réel plaisir que de vous avoir ici sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Également, un réel plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Kinshasa Direct, on est fini dans quelques instants. La grande édition du journal avec Grâce à Lambo Chakongalula. Et avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.